Bienvenue dans Focus Sportpreneur, là où l'entrepreneuriat rencontre l'énergie du sport. Je suis Vanina, passionnée de basket et experte en gestion événementielle. Ici, on parle de résilience, de discipline et de leadership, mais surtout de parcours inspirants et de stratégies concrètes pour structurer et développer ton activité. Parce qu'en business comme sur le terrain, c'est la vision et l'entraînement qui font la différence. Prête, prêt à entrer dans le game ? C'est parti. On se retrouve pour un nouvel épisode avec Clarence, qui nous partage son parcours, ses expériences et ses apprentissages. Un échange toujours aussi enrichissant et inspirant. Installez-vous bien, c'est parti pour le nouvel épisode. J'ai créé à un moment donné, j'ai décidé de créer une série télé. Parce que j'avais accumulé tellement d'expérience dans la musique, dans le sport. J'avais un concept qui est venu où tu étais un peu dans les dessous du sport, animé avec des personnages clés, avec des gens qui jouaient leur propre rôle. À l'époque où ça n'existait pas trop dans les séries, il y avait juste une ou deux séries où tu avais des personnes connues qui venaient dans les séries et qui jouaient leur propre rôle, des caméos. Ça n'existait pas en France à l'époque. Et donc, je voulais vraiment apporter ça. J'ai beaucoup bossé, donc j'ai appris le métier de producteur. Je suis allé jusqu'à faire un pilote. Je me suis retrouvé au MIP TV, c'est l'équivalent du Festival de Cannes pour les séries. Et j'ai réussi à engrainer Serena Williams sur mon pilote. Pareil, on peut raconter toutes ces histoires, mais c'est pas le but. Mais en gros, voilà, elle a accepté, alors que pas de budget, tu vois. Ouais. J'avais des moyens, mais pas d'argent. Okay. Je me suis retrouvé quand même avec une team, on était peut-être quasiment 30 dans l'équipe technique. Ah oui. C'était une vraie prod. Du réal, aux grips, aux ingé-sons, aux assistants numéro 1, numéro 2. Il y avait vraiment une vraie équipe, tu vois, une vraie team, décorateurs, costumes, tout. Et oui, et donc, au final, donc, elle vient, et puis et j'ai un pilote qui n'est pas ouf. Franchement, pas ouf. Pas ouf du tout, même. Il y a eu beaucoup de problèmes, et c'est là où tu apprends beaucoup, justement. Ouais. Donc, ces défaites-là, déjà, le résultat du pilote, parce que c'est une stratégie, tu n'es pas obligé de faire forcément un pilote, mais moi, c'était dans ma stratégie, bon, on va faire un pilote. Pour au moins donner une idée. Mais il y a des choses que tu regrettes, tu dis, j'aurais fait différemment, ou j'aurais peut-être pas impliqué Serena à ce stade-là, tu vois. Je dis, avec le recul, mais sur le coup, voilà, tu apprends, tu dis, bon, c'est un échec parce que le pilote en soi, tu dis, putain, j'espérais pas ça comme ça. Ouais. Moi, dans ma tête, je regarde un épisode, mais en fait, qui coûte quasiment 1 million. C'est des épisodes qui coûtent entre 800 000 et peut-être 2-3 millions, en fonction des séries. Moi, j'avais un épisode qui coûtait pas tout ça, tu vois. Ouais. Donc, évidemment que tu peux pas arriver avec le rendu. Et donc, tu apprends à travers ça. Tu te dis, mais moi, je croyais qu'on pouvait arriver à un... Moi, tu sais, j'avais pas les termes. J'arrivais, je disais je sais pas, l'étalonneur, chaque personne où je découvrais leur métier, je disais, tu vois là, mais l'image, moi je veux que ça fasse comme aux États-Unis. Je veux pas que ça fasse une image où on dirait une série Plus belle la vie. Non, je veux qu'on dirait un épisode de... Et rigoler, tu vois. Il est drôle, mais du coup, tu apprends comme ça. Ouais. J'ai tout fait. Je suis allé jusqu'au bout du projet. On parlait des marchés. Allez, France Télé, les 1, 2, 3, 4, 5... Canal+, machin, OCS, allez voir tous ces gens-là, plus le CNC, pour avoir de l'oseille. Tu sais, donc tu as des trucs administratifs, les machins. La prod, c'est tout un métier. Ouais. Et au final, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à avoir de deal, j'ai pas réussi à avoir de producteurs, de coproducteurs, j'ai pas réussi. Alors que j'avais une idée de ouf. D'ailleurs, ce qui se rapproche le plus, c'est que 10 ans après. Non, pas 10 ans après. Moi, j'ai arrêté tout ça en 2014, je crois, 2012. Donc, c'était entre 2010 et 2014, ce que tu me dis. Ouais, un truc comme ça. Et, mais il y a un truc qui est sorti après par la suite, qui était assez proche, mais dans la musique, pas dans le sport. Ouais. C'était la série Validé. Je sais pas si tu vois. Ouais. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait... j'étais trop en avance, en fait. J'étais trop en avance. On dirait qu'ils n'étaient pas prêts. Pas prêt en France? Ouais, c'était pas dans les timings. Tu penses que ça aurait marché à l'étranger?
Bah oui, parce qu'il y avait déjà des séries. Moi, j'étais inspiré de 2 séries. Il y avait Entourage, qui était une série où, avec Vince Chase, qui rentrait à Hollywood en tant qu'acteur. Il avait son entourage. Mhm. Le pote qui était l'assistant personnel, qui ramenait la weed, les meufs, les machins, Mhm. les soirées. L'autre pote qui est devenu son manager, etc., qui faisait le lien avec l'agent Ouais. et le plus gros agent d'Hollywood. Et tu avais l'autre frère qui était acteur de seconde zone. Donc, c'était un entourage excellent. Et c'est la première série que j'ai vue où tu as Jessica Alba qui arrive et qui joue son rôle. C'est Jessica Alba là-bas. Ah ouais. Ah putain, tu crois que si on lui demande de venir à notre soirée, tu sais, c'est des trucs comme ça. Ouais. J'ai fait, mais ça, c'est lourd, tu vois. Ouais, ça a marché. Et puis, il y avait une autre série qui arrivait après qui était Ballers. Donc, Ballers, c'était 2 agents avec The Rock qui étaient agents dans le foot US, etc. Ouais. Donc, tu avais le dessous du sport. Et moi, c'était un mélange des deux que je voulais. Mais dès que je faisais série sur le sport, France Télé, tout le monde, ils étaient là. Ouais. Et pourtant, j'ai spiné le concept. J'ai changé. Au départ, c'était 4 sportifs dans des sports différents. Après, j'ai spiné le truc. On était autour d'un agent et c'était une femme. Enfin, tu vois, c'était en avance quand même de mettre une femme agent. Parce que lorsque j'étais dans le management sportif, je me suis associé avec une femme qui était agent dans le foot et dans l'athlé. On a fusionné nos sociétés. Donc, j'avais la vision de tout ce qui se passe dans ce milieu-là. Tu vois. Et je voulais le retranscrire parce que c'est fun. Il y a plein de trucs à dire là-dedans dans ce monde. Qu'est-ce que tu aurais fait autrement en dehors de... Tu m'as dit, tu voulais pas... finalement, tu n'aurais peut-être pas dû intégrer Serena aussitôt. Mais qu'est-ce que tu aurais fait autrement Je pense que par rapport à l'exécution de ce projet, au lieu de passer mon énergie à faire le travail de 10 personnes, j'aurais passé mon énergie à trouver Franck Gastambide, par exemple, tu vois. Tu vois C'est genre un truc, je me dis, mais pourquoi je me suis cassé la tête? Quand j'ai vu la série sortir, j'avais fait, je vais lui envoyer tout mon dossier de prod. Tiens, gratuit. Fais-la juste sortir, la truc. Regarde, le truc est lourd. Là, il a sorti un truc dans le MMA. Ouais, la cage. Et j'ai pas vu encore, mais j'entends un peu de tout. Donc, tu vois, tu me dis fort. Vu. Moi, je trouve ça fort. Okay. En plus, dans le MMA, là, il a passé un cap pour moi international. Parce que, enfin, il y a des caméos. Voilà, donc, franchement, ouais, non. Mais ouais. Moi, j'aurais plus cherché la personne clé qui aurait pu peut-être faire, tu vois, continuer à agrandir mon réseau parce que j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré des acteurs, des scénaristes, tu sais, j'ai parlé à l'époque, par la suite, dans le process, il y a la série, pourquoi j'ai que le nom en anglais, c'est con, putain, Call My Agent en anglais, mais c'est une série française qui est dans le cinéma, du coup. Ok. Et c'était un peu comme Entourage, mais en version française. Et la scénariste, c'était même la showrunner, donc c'est un peu entre réal, scénariste, etc., de cette série-là, qui a super bien marché, qui a cartonné aussi sur Netflix et dans plus de 100 pays, il me semble. J'ai réussi enfin tu sais, j'arrivais à avoir quelques accès. Elle a kiffé et tout, mais elle venait de cartonner avec cette série-là. Elle a eu des offres à Hollywood et tout. J'étais pas assez balèze, mais tu vois, il y avait j'arrivais à avoir un peu d'intérêt et tout, mais je me serais plus tapé, pour le coup, dans le réseau. Ouais. Pour qu'il y ait d'autres gens. C'est ça aussi d'être entrepreneur. Il faut savoir mettre les bonnes personnes aux bons endroits. C'est ce que j'allais dire. Un des points importants, c'est savoir s'entourer pour pouvoir développer son projet, avoir les bonnes personnes clés, etc. Et là, du coup, tu dis, il aurait fallu que tu t'entoures un peu plus avec des hommes clés ou des femmes clés, entre guillemets, hommes avec un grand H, pour pouvoir passer au niveau que tu n'as peut-être pas pu faire, en fait, à ce moment-là. Plutôt que de faire avec mon réseau, parce que j'avais fait à mon réseau, tu sais, j'avais comme je t'ai dit, tous les gens là, c'est des gens de mon réseau. Au fur et à mesure de tournage de clips, de machin. Donc j'avais mis des gens, des acteurs aussi. Ouais. Acteurs, actrices, qui n'ont jamais vu le truc. Des fois, j'ai envie de leur envoyer le pilote, mais je dis, ou leur envoyer des morceaux de pilote. Il y en a qui sont un peu partout. Il y en a une qui est présentatrice Canal+ en Afrique, machin. Ils font tous leur live, mais tu sais, j'aurais bien voulu. Sauf celle qui a la scène avec Serena, qui est toujours actrice d'ailleurs. Mais j'aimerais bien. Enfin bref. Peut-être que tu peux relancer le projet. Ça marcherait peut-être plus. Tu aurais peut-être plus de. Je sais pas, j'ai laissé ça derrière moi. Mais ça fait partie des pages. Mais voilà, c'est un exemple, tu vois. Et après, j'ai beaucoup beaucoup d'échecs de nos jours, récents, mais c'est dans ce que je fais maintenant, tu vois. On va revenir sur ton parcours, parce qu'on s'est arrêté en fait à l'association qui est devenue une entreprise qui a été montée. Donc dans la musique, on était à peu près à ce niveau-là. Et tu m'as dit à un moment, tu as basculé dans le sport. Oui.
Donc, comment J'ai basculé dans t'as le fait? sport au moment où je travaillais avec Gaël, mon fils. Ok. Donc c'est là où j'ai basculé dans le sport parce que moi c'était un pote, Mhm. mais je l'ai accompagné, j'ai eu la chance de pouvoir l'accompagner dans pas mal d'endroits dans le monde parce que bah, c'est ça, les tennisman ils tournent. Mm. Donc ils sont sur le ATP Tour et ils n'arrêtent pas. Ils tournent, ils tournent, ils tournent, ils tournent, ils suivent le soleil, ils tournent. et, euh, et donc bah, j'ai pu l'accompagner sur pas mal de choses. Et à un moment donné, il a décidé de monter une boîte qui s'appelait Square 5. Et il m'a mis là un peu en mode DA, Qu'est-ce que c'est musique. Un DA, un directeur artistique, c'est les personnes qui signent les artistes, qui détectent les artistes Ok. qui sont assignés dans le label Ok. pour les développer, etc. Et la boîte, du coup, c'était en lien avec le sport ou... Musique et sport. Musique et sport. Ouais. Donc Ok. du coup, j'étais un peu bien placé, tu vois, Ouais. parce que j'étais dans la musique Bah ouais. et j'étais dans le sport en même temps. Mhm. Donc du coup, j'étais là et puis j'avais un rôle de DA. Donc Ok. signer les artistes, donc j'ai signé mes propres artistes. D'accord. Bon. Je travaillais avec une fille, elle s'appelait Kimi Claire, il y avait Boula Wayne, Mhm. il y avait DJ Lust, j'étais encore avec lui, un ou deux DJ. Enfin, on a signé les artistes. Mhm. Et puis, après, c'est qu'on était une petite structure quand même. Ouais. On n'était pas beaucoup. Et puis, on a vite vu les limites. On a vite vu les limites. Lesquels? Les limites En fait, ce qu'il faut, c'est que lorsque tu te lances dans une aventure comme ça, Mhm. lorsque tu n'as pas connaissance, donc ça c'est plutôt peut-être pour Gaël, c'est peut-être moins pour moi, mais lorsque tu te lances dans toi, c'est que c'est une passion. Donc tu te dis, je pense que Gaël à ce moment-là, il s'imaginait, on va faire ça comme ça, comme ça. On voyait vraiment le truc en mode cool, tu vois, super. Et il avait une supervision, c'était cool, tout était très bien. Mais après, t'as pas la vision de, bon, combien ça prend de temps à développer un artiste qui est pas connu, tu vois. Si on signe, pour mentionner les artistes qui sont dans son réseau proche, tu signes Matt Pokora. Bah, le métier de développement ou de management de Matt Pokora, c'est pas le même métier que développer un artiste que personne connaît. C'est deux métiers totalement différents, à vrai dire. C'est le même métier, mais qui n'a rien à voir. Ouais. C'est très bizarre. Le rôle de manager d'artiste en développement, c'est du charbon, tout le temps. Tu vas au charbon. Vendre, convaincre. Tu vois quand tu es manager d'un artiste hyper connu, c'est appel entrant. Non, oui, non, tu veux Et à n'importe quelle heure, je suppose, n'importe quel jour. Ouais. Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de... Non, Ouais, mais non-stop. c'est de l'appel entrant. Et pour moi, de l'appel entrant, bah, c'est simple. C'est quoi le boulot? Enfin, c'est les gens qui te sollicitent. Ah, oui. Tu vois, dans ce sens-là. Donc, dans un sens, tu es sollicité, dans l'autre, tu sollicites. C'est pas le même niveau de confort, quand même. Oui, effectivement, ouais. Tu vois? Donc, après, il y a des choses qui sont pas forcément beaucoup plus simples. Aller chercher un partenariat, parce qu'une fois que ton artiste il est connu, tu peux aller chercher des partenariats. Des choses comme ça, des sponsoring que tu peux pas faire avec un artiste qui est pas encore connu. Mais ça reste compliqué. Hein. On revient encore sur le savoir vendre, savoir se vendre, ou Tu savoir vois vendre quelqu'un, qui est pas simple. Parce que en plus, il faut trouver le bon interlocuteur, la personne en fait qui sera la plus à même à t'écouter ou à écouter ce que tu veux vendre entre guillemets. Mais tu vois, on en revient. Quelle que soit la discussion, je pense qu'on en revient. Mais c'était quoi ta question? On revenait sur le... ah oui, la société. La société, le fait qu'on a parlé musique, le sport. Oui. T'es passé au sport. Comment t'es passé de la musique au sport? Voilà. Et donc, eux, ils avaient en parallèle, dans la structure, des gens qui s'occupaient plus du sport. Donc, ils voyaient pour signer des athlètes qu'ils connaissaient, donc de leur réseau, etc. Et puis, avec des propositions de développement, de gestion de contrats commerciaux, etc. Et gestion d'image et autres. Mais moi, c'est ça qui m'intéressait. En fait, je me dis, la musique, c'était le passé pour moi, tu vois. Ouais. Et à me taper et tout. J'ai eu des belles expériences, attention. Hein. Je crois que mon dernier projet avant ça, c'était... c'est avant ou après? Mes timings sont messed up. Mais j'avais fait rentrer une petite à la Star Academy. On avait fini en quart de finale. On était signé chez Universal. On avait fait un premier titre avec Laza Morgan, un Jamaïcain. On avait commencé à tourner sur Énergie. On a tourné... Donc, on a vraiment fait les étapes de... Voilà, les vrais artistes, tu vois. Ouais. C'est une vraie expérience. C'est pas juste j'ai dit, mais je parle, mais je fais rien. Non, on a fait des petits trucs, tu vois. C'est pas une artiste... ça s'est arrêté, hein, mais on a fait les étapes, tu vois.
Et ça s'est arrêté un peu avec ça. Ah non, et après, j'ai bossé avec Cynthia, dont on parlait tout à l'heure. Cynthia Brown. Ouais, elle qui était déjà bien une artiste aboutie, établie, voilà. Et avec qui est devenue une amie. Mais oui, le sport, c'est ce qui me tirait déjà depuis un moment. Je côtoie tous ces athlètes, et notamment Gaël, encore une fois, et je lui en serai toujours reconnaissant. C'est qu'il m'a aussi présenté beaucoup de gens, tu vois, naturellement, en tant que pote, tu vois. Il m'a permis de rencontrer des gens que j'aurais sans doute pas rencontrés sans lui. Et ça, c'est vraiment un trait de personnalité du personnage, tu vois. Et donc ça, c'est cool. Ça m'a permis de faire pas mal de choses. Et justement, le sport, j'ai fait, mais j'ai trop de compétences, tu vois, pour ne pas... et c'est là où j'ai fait, moi, je vais essayer de signer des athlètes, tu vois. Et j'ai glissé, j'ai surfé la vague des JO de 2012. Ok. London. Et j'ai pu bosser avec 2-3 athlètes, dont... c'est bizarre, j'arrive plus à me rappeler. C'est incroyable, ma mémoire. Mais je sais que je me rappelle d'une avec qui j'avais... bien bossé, c'était Anne-Caroline Graff, qui était championne du monde de taekwondo, et championne d'Europe aussi, et même double championne d'Europe, il me semble. Mais elle était, c'était une des meilleures, c'était la meilleure française même à ce moment-là, et elle allait aux JO. Ok. Et donc on avait établi tout un truc avant les JO, avec les réseaux sociaux, commencer toute à la booster son stratégie de Twitter. contenu avant. Ouais. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi justement cette stratégie de contenu? Je pense que c'est peut-être commun à peut-être à beaucoup de sportifs de haut niveau. Mais pourquoi cette stratégie de contenu avant les JO, pendant? Là déjà, on parle de 2012. Donc tu vois, c'est marrant parce qu'il faut toujours remettre dans le contexte, parce qu'aujourd'hui, tu sais, on parle, tu sais, si on dit création de contenu, c'est normal maintenant, tu vois. Stratégie et réseaux sociaux, c'est logique. Mais pas à l'époque, en fait. C'était pas... Tu pouvais y penser, mais c'était pas aussi structuré que maintenant. Tu n'avais pas des sociétés, des boîtes, tu sais, c'était beaucoup moins... Donc, c'était nous-mêmes, tu vois. Et donc, les athlètes, c'était pareil. Ils étaient livrés à eux-mêmes. Il n'y avait pas forcément des gens qui étaient qui venaient faire, allez, on va avoir une stratégie, on crée tel contenu, on poste à telle heure. Tu vois, on va avoir un tableau avec des posts programmés. Non, c'était pas comme ça. Les athlètes, non. C'est moi qui ai créé le compte Twitter de Gaël, par exemple. Hein. Ok. Il n'y en avait pas. Je me rappelle, on l'a créé ensemble à New York et tout, avant l'US Open. J'étais dégoûté parce que j'avais Twitter. Parce que dans la musique, bon, j'étais beaucoup sur Twitter, mais avec les Américains. En France, ça n'existait même pas. Ok. Personne n'avait de compte Twitter. Et moi, quand j'ai découvert ça, je fais, mais c'est bizarre, c'est nul. Après, je parlais, puis à force de commenter des trucs aux States avec mes gars, je fais, ah non, en fait, c'est lourd. mais en France, je pouvais pas parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas de gros compte, il n'y avait rien. Et je me rappelle, j'avais déjà plus de 2000 followers, je crois, ou 1500 et tout. C'était beaucoup. Et quand on crée le compte de Gaël, j'étais dégoûté. Je crois qu'en 10 minutes, il avait plus de followers que moi. Ça faisait brrr, j'ai fait putain, mais c'est un truc de ouf. Il n'y a pas de communication, il n'y a rien. Juste, on a créé le compte. On a mis, je ne sais plus c'était quoi le nom, Gaël, mon fils, je ne sais plus. Et puis, je fais, bref, c'était une anecdote. Mais tu vois, les athlètes n'étaient pas forcément sur les réseaux sociaux, c'est ça que je veux dire. Ils n'étaient pas dans... En fait, est-ce que les athlètes, à ce moment-là, ils étaient plus concentrés justement sur le fait d'être athlète, de s'entraîner, de faire de la performance et pas forcément de l'image? Aujourd'hui, on le voit plus peut-être, mais à l'époque... Alors, j'ai envie de dire dans les sports indiv, ce que je connais en tout cas, c'est clair que j'étais pas forcément dedans, mais encore moins dans les sports co. Parce que dans les sports co, ça servait à quoi? Tu te disais, mais... Maintenant, c'est différent. Hein. Et encore, moi, j'ai travaillé avec un basketteur à l'époque et qui venait de signer pro, etc. à Lille. Et moi, j'avais tout de suite ça en tête. Et pareil, c'est dans les vers 2012, dans ces eaux-là, 2011. Et tout de suite, c'était... je me rappelle, j'avais ramené un gars, moi, de Canal, parce que je sortais de la prod de la série. Un gars de Canal qui était venu. On avait fait des trucs au club et tout le monde regardait genre... Ouais, qu'est-ce qui se passe là, tu vois? Le gars, il y a un mec de Canal qui vient avec les grosses caméras là, comme ça, à l'ancienne. Et les mecs, ils hallucinaient parce qu'il était jeune, il venait d'arriver et tout, mais personne ne comprenait. C'était pas la star de l'équipe non plus, tu vois. Et parce que je me suis dit, mais c'est important qu'on ait des vidéos de qualité et tout. J'avais déjà développé des concepts, mais dans le sport. Tu vois, on va faire des docus croisés. Toi, après, parce qu'il était à la Monaco, je suis avec un joueur de foot de Monaco. On va faire ça croisé, aller dans le club, il vient dans ton truc, vous faites un match, super expérience, tu vois. Ouais, c'est clair.
Bon, ça, c'est pas fait. Voilà un autre échec. Je raconte l'anecdote parce que c'est marrant, mais on allait jusqu'au bout. Ouais. Club de Monaco basket, Monaco foot, AS Monaco. Tout se fait. Hein. Donc, tu as des directeurs techniques, tu as pas mal d'intermédiaires, hein, Ouais. des autorisations, des trucs. Ça On a m'étonne tout. pas. J'ai l'équipe technique, j'ai machin, j'ai des trucs. Tout est prêt. Et une semaine avant le tournage, on nous dit non, no go du côté du foot. Comment ça et tout? Je fais, je pète un plantain, on a prévu tout. Ça allait être lourd en plus. C'était incroyable le truc qu'on allait faire. Et en fait, on apprend que le président de l'AS Monaco basket, voilà, Roca, il était ukrainien. Celui du foot était russe. Un bail comme ça, ou vice-versa. Et les deux ne s'aiment pas. Et donc, les informations prennent du temps avant d'arriver aux oreilles de ces gens-là, surtout dans le foot. Et quand c'est arrivé aux oreilles du foot, qu'on avait fait un truc croisé avec le club de basket, Ouais. qui est détenu par un Ukrainien, il a fait niet. Niet. J'ai fait, oh putain, les bâtards. Voilà, le genre d'aléa. Qu'est-ce que tu peux faire? Moi, c'est surtout ça. Hein. Tous les échecs, je reviens vers les échecs vite fait, mais tous les échecs, la plupart de mes échecs, c'était des trucs, tu te dis, mais qu'est-ce que. Je peux rien. J'ai l'impression d'avoir tout fait, tu vois. Ouais. Et je pense que ça doit être une frustration que beaucoup de gens ont vécu. Tu as l'impression d'avoir tout fait comme il faut. Avec le recul, c'est là où tu apprends qu'il y a des choses que tu aurais pu faire différemment. Mais sur le coup, tu sais pas. Mais voilà le lien avec le sport, la transition. C'est vraiment Gaël qui m'a fait faire cette transition entre la musique et les sports, qui m'a permis de faire ça. Oh, bah, Parce que la structure qu'il a montée faisait les deux. Et dis-moi, justement, là, t'es passé sur c'est surtout des sportifs sur des sports individuels. Toi qui viens d'un sport collectif. Basketteur. Basketteur. Après, c'était des sports individuels, oui, parce qu'à cause des JO. Ouais. Et le pourquoi, c'est parce que tu sais pas ce qui va se passer après les JO. Donc, il faut être prêt. Donc, moi, en fait, les athlètes, j'ai préparé. J'ai fait, on va préparer vos réseaux sociaux, vos trucs. On va commencer à communiquer et tout. Parce qu'après, quand ça tombe, on est frais. Ouais. Et on sait jamais. Et je crois qu'elle avait fait, elle a fait argent, en plus. Elle a fait argent. Donc, après, tu avais les trucs chez Adidas, machin. J'ai fait ramener mes gars de l'équipe magazine pour lui faire une prod couverture, enfin, tu sais, des trucs comme ça. À l'INSEP, des belles prods, tu vois. Ouais. Des grosses prods. J'ai réussi à avoir un deal avec Decathlon. Enfin, tu vois, vous pouvez mettre des trucs en place, des trucs à Tahiti, Air Tahiti Nuit, machin. Des trucs, tu vois, de mémoire, je crois. Ouais. Des trucs qui sont faits, d'autres qui ne sont pas faits. Mais ça devient d'où? Parce que ces idées, etc., c'est des choses que tu avais développées déjà dans la musique, déjà en Australie? Même pas. Même pas? Dans les partenariats, tout ça? Ces Ouais, idées de... de justement développer ton image, on pense à l'après JO, on anticipe la stratégie, tu vois? Parce que tu l'as pas appris en cours, on est d'accord? Non. Donc c'est ça, en fait, tu as appris sur le tas, tu dis ça c'est une bonne idée, je vais aller jusqu'au bout, mais pour moi, tu as grandi en fait avec ton aventure, en fait. Si je le perçois comme ça, moi. Moi, je le vois toujours comme ça, en fait. Chaque aventure avec laquelle je me lance, je grandis avec mon aventure, en fait. Et je mets tout ce qu'il faut. Tu vois, à quel moment tu dis, je fais des trucs RH, corporate, aviation, à quel moment, en étant dans la musique toujours en parallèle, à quel moment je vais transitionner vers le sport, ça c'est encore possible, mais à quel moment je vais vouloir être producteur d'une série, tu vois, par exemple. Là, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de... Alors si, le sport, c'était le lien. Dans tout ça, le lien, c'est sport. Enfin, entre la série. Mais devenir producteur, t'apprends sur le tas. Ouais. Et par contre, il faut bosser, tu vois. C'est non-stop, tu t'arrêtes jamais. Et après, plus tard, j'ai appris un nouveau monde où là aussi, c'était lourd. Ça m'impacte encore aujourd'hui. Ok. C'est dans ma dernière aventure, on va dire. D'accord. Mais chaque monde, ce que je veux dire, c'est que dans chaque monde, tu dois l'appréhender. Et non, tu n'apprends pas ça. Enfin, maintenant, si, tu peux apprendre ça à l'école. Tu as les écoles comme Amos, tout ça. Ils font du management, du gestion de carrière, ces trucs-là. Sportif en plus. Dans le sport. Dans le sport, j'ai vu ça. J'étais assez étonnée que maintenant on l'enseigne. Alors que tu vois, ce que tu as fait, on ne l'enseigne pas. Et limite, je pense que tu peux en apprendre beaucoup. Tu peux même passer prof, je pense, ou faire des conférences pour dire, voilà, en fait, le management de sportif ou autre, voilà. Et je sais qu'il me semble que pour les footballeurs, il faut passer soit une licence, il y a quelque chose à passer pour être agent. Ouais. Tu vois, ça, je ne savais pas. À l'époque, est-ce que toi, tu avais besoin de ça pour être agent de sportif? Ouais. Pour être agent certifié, fallait un truc. Fallait un document, mais pas pour être manager. Oui, c'est vrai. La différence entre manager et agent. Alors, en plus, c'est pas la même définition en fonction des sports. Ok. Donc,
dans le tennis, par exemple, les joueurs n'ont pas de manager. J'en ai pas vu, en tout cas. Et j'ai D'accord. côtoyé les plus grands joueurs du monde. Mhm. Ils n'ont pas de manager. Ils ont un agent ou deux. Mais l'agent, le rôle de l'agent, ils font tout. Ouais. C'est eux qui les mettent sur les tournois, qui font tout ce qui est partenaire, sponsor, nanana. Donc, ils font le travail de manager aussi. Mhm. Tu vois, les agents font le travail de manager, de ce que j'ai pu observer. Dans le basket, les mecs ont des agents. Mhm. Alors, on va prendre la NBA, ils ont des agents. Il y en a certains qui ont des managers, mais c'est pas non plus... c'est pas répandu de dingue, les agents. Les agents font leur travail d'agent. Mais vu que c'est un sport collectif, il n'y a pas vraiment de manager qui se lance dans les sports co, parce que gérer que les contrats commerciaux sur le basket, par exemple, en France, Mhm. combien de joueurs ont des contrats individuels? Ouais. Pas beaucoup. Mhm. Tu vois maintenant, tu sais, les Ifi, Nadir, tu sais, des petits gars, ils vont attraper Puma, machin. Mm. Mais l'accent, il est surtout sur le club qui va te signer. Ouais. Et l'image, c'est cool, mais c'est pas encore une nécessité d'avoir un manager, ou du moins, le manager, il va faire comme moi, c'est passer beaucoup de temps pour pas grand-chose. Mhm. Ok. En NBA, ils ont un contrat automatique quand ils rentrent, quand ils sont draftés. Mhm. Ils ont tout de suite un contrat de sponsoring avec une des marques, soit Nike ou Adidas. Et ils sont payés, je crois, je ne sais plus combien c'était, mais il me semble que c'était 1 million. Mais ils ont un contrat d'entrée, D'accord. d'emblée. S'ils ne l'ont pas déjà eu avant, pour ceux qui ont fait le NC, etc. Mhm. Mais il me semble de mémoire qu'il y avait, quand tu es drafté, tu as accès, en tout cas, tu peux en tout cas avoir accès Ok, ok. avec une marque. Merci d'avoir suivi cet épisode. On retrouve Clarence très prochainement dans un nouvel épisode de Focus Sportpreneur pour continuer à explorer son histoire et son parcours. Restez connectés, la suite arrive jeudi prochain.